Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'il ou elle soit entrepreneur, dirigeant de société, médecin, enseignant, artiste, religieux, etc., nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées, et si oui, comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanoui et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux sur Apple Podcast ou sur les applis de podcast d'Android, sur Spotify, SoundCloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Dans l'épisode que vous allez entendre, nous sommes accueillis par Christophe Reynaud, venture capitaliste à Paris. Il nous reçoit chez Isaïe, la société qu'il a cofondée. Pendant cette conversation, il nous révèle presque les critères du succès de son métier et des sociétés en hypercroissance qui l'accompagnent ou influencent en posant les bonnes questions, comme il l'explique. Il parle également avec assurance des ratés qu'il a connus et de ce qu'il en a appris. Christophe développe son observation sur ce bonheur qui s'apprend, si nécessaire à la réussite et non le contraire. Vous l'entendrez parler de curiosité, d'empathie, de persévérance, de collectif et beaucoup d'autres compétences vitales pour réussir en tant qu'entrepreneur. Il cite aussi bien Walt Disney que Navratilova et Will Smith, tout en partageant son quotidien, son point de vue et ses expériences. Vous trouverez les notes de cet épisode, ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. Bonne écoute. Je suis Amélie Dag, j'ai cofondé avec Perrine Corvézier la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir Christophe Reynaud, cofondateur d'Isaïe. Christophe, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ta présence aujourd'hui est en elle-même l'illustration de certaines soft skills comme le courage ou la capacité à sortir de sa zone de confort. Bonjour. Christophe, tu es aujourd'hui directeur général d'Isaïe, que tu as cofondé il y a 10 ans, avec Pierre Kosciusko-Morizet, Auriel Ohayon, Stéphane Trépoz et Geoffroy Roux de Bézieux. Isaïe en japonais, ça veut dire différent, remarquable. Est-ce que tu peux nous dire en quoi Isaïe est remarquable ? Alors, c'est pas Isaïe qui est remarquable, hein. On ne s'est pas auto-complimenté, c'est pas ça le but. Isaïe, c'est un mot japonais qui en effet veut dire différent, remarquable, et l'idée c'était d'accompagner des équipes remarquables et des projets différents. Nous, on est un fonds d'investissement, alors un fonds d'investissement spécialisé dans le venture capital, capital risque en français, mais le mot est moins sympa, donc j'aime bien jargonner, venture capital. Et le venture capital, c'est quoi ? On finance et on accompagne des startups, des sociétés de technologie, des sociétés d'innovation à forte croissance. Nous, on est spécialisé sur tout ce qui est technologie de l'information, donc Internet, le logiciel. À Paris, on n'est pas les seuls à être spécialisés là-dessus, on est des dizaines. Et la particularité en revanche d'Isaïe, c'est qu'on est un fonds d'entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un fonds d'entrepreneurs ? Ça veut dire quand on s'est lancé un tout petit peu après la crise des subprimes en 2008, il n'y avait pas grand monde qui croyait à l'investissement, pas grand monde qui voulait prendre le risque d'investir dans des sociétés en perte. Et donc l'argent qu'on investit, il vient d'entrepreneurs. Donc c'est tous les entrepreneurs qui ont réussi leur start-up, qui l'ont revendu, sa première génération, qui recyclent une partie de l'argent qu'ils ont gagné, qui renvoient l'ascenseur et qui, en plus d'apporter du financement à des petits jeunes qui démarrent, entre guillemets, ils apportent leur expérience. Ils ont le corps couvert de cicatrices. Réussir, ça leur a pris beaucoup de temps et ça n'a pas été simple. Et donc, ils partagent cette expérience avec ceux qui veulent réussir. Voilà, donc c'est pour lutter un peu contre le bon mot de Victor Hugo qui dit que l'expérience est une chandelle qui n'éclaire que celui qui la porte. Voilà, là, il y a une logique un peu de grand frère. Je suis passé par là avant et je vais t'aider.
Et ça, c'est alors remarquable dans un sens. C'est ça marche. C'est-à-dire que les entrepreneurs aiment et préfèrent travailler avec des entrepreneurs. Alors, j'imagine que ça s'explique parce que c'est une histoire culturelle. Les entrepreneurs, ils ont aussi transpiré au fond de la mine, ils savent ce que c'est, donc ils partagent des mêmes valeurs. Et puis c'est remarquable parce que ce concept d'usine de recyclage pour financer la nouvelle génération, elle a très très bien marché. Aujourd'hui, Isaïe, c'est plus de 200 entrepreneurs avec lesquels on a levé plus de 300 millions. Donc ça a commencé avec Pierre Kosciusko-Morizet et puis les cofondateurs d'Isaïe que tu as cité, Amélie. Mais aujourd'hui, on est plus de 200. Et on a à peu près toutes les lettres de l'alphabet, A au féminin, B, Boursorama, C, Criteo, etc. Voilà, c'est ça Isaïe. Et vous accompagnez ces entrepreneurs dès le démarrage ou à partir d'un certain... Oui, alors tu as raison, on est aussi spécialisé sur un stade de développement qu'on appelle en vieux français le early stage. C'est-à-dire le démarrage, le capital amorçage. Donc c'est des gens qui sont au tout début de la vie de l'entreprise. Ils ont l'idée, ils ont l'équipe. Nous, on aime bien qu'il y ait déjà un produit qui soit peut-être déjà lancé avec des premiers clients, mais c'est le tout début. On n'est pas dans le financement de sociétés rentables comme peut faire une banque avec de la dette. Là, c'est une prise de participation au capital, à un moment où la société elle est toute petite, elle n'existe quasiment pas, et puis on essaye d'aller le plus loin possible. D'où le nom de risque, je comprends bien. Voilà. Alors, toi, tu as découvert le monde de l'entrepreneuriat très tôt dans ta carrière, dans ton parcours professionnel. Tu as d'ailleurs créé toi-même plusieurs entreprises après ta sortie d'HEC il y a quelques années, cela, et à la fin des années 90. C'est hier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces expériences du début de ton parcours ? Ouais. Donc, je suis sorti de l'école en 98, il y a 20 ans. C'était l'anniversaire cette année, ça fout un coup. Et en fait, à la sortie de l'école, la plupart des gens allaient dans le conseil en stratégie, l'audit, le M&A ou le marketing dans les grands groupes. Alors moi, les grands groupes, je suis 1m60, je me sentais perdu. Et puis, je me retrouvais pas trop dans le système. L'argent, faire de l'argent, exploiter l'autre, exploiter la planète, ça me plaisait pas trop. Donc, j'étais entrepreneur, mais avec la définition de ma mère qui est jolie, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour pas avoir un vrai boulot. C'était ça, entrepreneur, dans les années 90. C'était pas si à la mode qu'aujourd'hui. Et du coup, mon premier job, c'était de rejoindre une société qui démarrait, qui avait lancé un concept sur lequel j'avais un peu réfléchi en tant qu'étudiant. J'avais écrit quelques business plans qui s'appelaient Château Online, qui vendaient du vin par Internet. Et puis après, j'ai rejoint des amis qui montaient un moteur de recherche qui s'appelait NetBoussole. Et puis après, on est resté avec le directeur technique sur un autre projet qui s'appelait Samaris, qui était une sorte de méga panel où on étudiait les comportements des internautes. Voilà, donc trois épisodes de start-upers, de créateurs d'entreprises. Et puis, évidemment, comme ça a été de parfaits fiascos, les trois, il y a le prix de l'entrepreneur de l'année, mais s'il y avait le prix de l'entrepreneur raté de la décennie, je pense que je pourrais concourir. Pour comprendre pourquoi tout ça n'avait pas marché, j'ai été faire un petit cursus d'Executive Education, Executive MBA, sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprises et les technologies. Et de là, je suis passé de l'autre côté de la barrière, Dark Side of the Force. D'abord pour un gros business angels de la Silicon Valley. Alors je dis gros pas parce qu'il fait 130 kilos, c'est parce qu'il a un groupe de 400 ou 500 millions et ça a été un des investisseurs de PayPal, Lending Club, Dropbox. Saïd Hamidi qui a lancé Plug and Play Tech Center, c'est un très gros accélérateur, incubateur. Et puis après je suis rentré en France, 2007-2008, j'étais le délégué général d'une association qui s'appelle Paris Business Angels, que j'ai quitté fin 2008 pour monter un projet dont le nom de code était Entrepreneur Business Angels, pas très original, et qui est devenu Isaïe. Donc tu as fait ton exécutif cursus aux États-Unis, c'est ça, je comprends bien. Absolument. D'accord. Des startups, tu en vois depuis 20 ans, on va dire, que tu sois dedans ou dehors, et particulièrement depuis que tu évolues dans le venture capital, on va prendre ton terme. Tu as vu des entrepreneurs réussir, certains moins, d'autres échouer carrément. Tu parlais de tes échecs à toi. Quelle est ta définition du succès pour un entrepreneur ? Alors c'est une belle question. Il faudrait 4 heures. Hein. Non, tu as tout le temps que tu veux. Pour faire simple, il faut juste peut-être resserrer un peu le sujet. Ce qu'on peut définir facilement, c'est le succès d'un entrepreneur en venture capital. Alors en clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas parler de philosophie, de qu'est-ce que c'est que le succès, le bonheur. Ça c'est très très compliqué. Mais en venture capital, c'est très simple. On parle de faire x100, pour faire simple.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? C'est pas n'importe qui en venture capital. C'est-à-dire que notre métier, il est très très spécifique. Je crois qu'il y a 600 000 entreprises créées chaque année en France. Il n'y en a que 200 ou 300 qui sont éligibles au capital risque. Donc si vous vous lancez pour faire une très jolie activité de conseil, vous allez faire 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires en rythme de croisière, et puis vous allez vous distribuer 1 million de dividendes, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout pour le venture capital. Si vous ouvrez même une PME qui va faire une très jolie croissance, mais qui n'est pas dans l'hypercroissance, ça n'est pas éligible au venture capital. Le venture capital, on s'attache à repérer et accompagner un oiseau rare, mouton à 5 pattes, qui est assez exceptionnel, qu'on ne rencontre pas souvent. Et typiquement, c'est Airbnb. Alors, je dis Airbnb parce que tout le monde connaît. Airbnb, c'est une société qui a à peu près 10 ans et qui, en 10 ans, est passée d'une valorisation de 0 à aujourd'hui 30 ou 40 milliards. C'est une société qui, en 10 ans, ils ont commencé, ils avaient 0 chambre. Aujourd'hui, ils ont plus de chambres que le numéro 1 mondial de l'hôtellerie, qui est Marriott. Ils grandissent à 100% de croissance par an. Marriott fait une croissance de 6%. Et ce n'est pas des sociétés où ça fait que des jolis chiffres, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires. C'est une société qui, l'année dernière, en 2016, je crois, a passé quasiment, je crois que c'était près des 3 milliards de chiffre d'affaires et 500 millions de résultats d'exploitation, de bénéfices. Voilà, donc ça, c'est des sociétés d'hypercroissance où en très peu de temps, 10 ans, on fait, alors là, plus que fois 100, c'est fois 1000 ou fois 10 000. Voilà, ça, c'est des entrepreneurs et le type de succès qu'on cherche. Et ça, c'est une raison très simple, c'est que le modèle du fonds de venture capital, le fonds de capital risque, il a besoin de ces méga hits. Il a besoin de ces, les Américains appellent ça home run. C'est un peu comme au baseball, on dort tout le temps, mais une fois tous les 3 heures, il y en a un, pouf, il tape la balle. C'est un peu pareil dans le venture capital, ça marche jamais, sauf une fois de temps en temps. Et si vous prenez les fonds de venture capital, c'est pas parce que vous avez été financé par un VC, venture capitaliste, que ça va marcher. Dans la plupart des cas, 50 à 60% des cas, ça plante. Même financé par un investisseur, la société va faire un échec ou un semi-échec. Donc on a besoin, pour que le fonds soit en plus-value, qu'il y ait des énormes succès. Ça a été inventé par un Français qui s'appelait Georges Doriot. Georges Doriot, il a fait x 5000 sur son premier investissement. Il avait investi 70 000 $, je crois, il a retiré 250 millions de dollars. Et l'idée, c'est quoi? C'est vous allez faire 10 paris, il y en a 9 qui ne vont pas marcher, mais celui qui marche, c'est un espèce de méga hit, comme dans l'industrie musicale, ou un blockbuster, et ça paye tout le reste. Voilà, c'est ça le succès. Donc, pour le venture, ce n'est pas du tout prosaïque, c'est faire x100. Alors, moi, à titre personnel, je pense que le succès de l'entrepreneur, c'est plus vivre son rêve, tracer sa route, etc., mais c'est plus philosophique et un peu moins économique. Alors, tu parlais de moutons à 5 pattes. Donc, si j'ai bien compris, ton métier, c'est d'identifier les moutons à 5 pattes. Quelles sont les compétences clés de ce mouton à 5 pattes et quel est le secret du succès, en fait? Le secret du succès. C'est une question qui me hante. C'est le climax de cet entretien. Le secret du succès. Alors, c'est une question à laquelle j'ai un peu réfléchi parce que comme j'étais un entrepreneur raté, c'est normal, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, quoi. Et Flaubert disait justement, c'est très agaçant de voir les imbéciles réussir là où soi-même on échoue. Blague à part, c'est une question sur laquelle il y a beaucoup de littérature. Tu fais une recherche Google, je crois qu'il y a 1 million de hits, il y a à peu près 1 million de bullshit. C'est-à-dire qu'il y a plein de théories différentes, il y a plein de le secret de la réussite, l'ADN des entrepreneurs qui ont réussi, il y a les 5 caractéristiques, les 3 traits, le top 10 des qualités, non, je t'ai plus, la cour est pleine. Il y a beaucoup de choses. Et je pense que, en fait, quand je dis qu'il y a beaucoup de bullshit, c'est pas une bonne question. Enfin, c'est pas du tout une attaque personnelle à Mac. On va y aller. C'est pas que c'est pas une bonne question, mais c'est une mauvaise façon de se poser la question. En fait, je pense que c'est une question sans réponse. Il n'y a pas un secret. Il n'y a pas une condition qui soit à la fois nécessaire et suffisante pour réussir. Il n'y a pas de silver bullet, voilà, il n'y a pas une baguette magique. Le cerveau aime bien ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc après, si je dois essayer de réfléchir aux 10 années que j'ai passées, où j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, les plus de 200 entrepreneurs qui ont réussi et qui sont nos souscripteurs, ou les entrepreneurs qu'on a accompagnés, il y en a une petite cinquantaine, et qui eux aussi sont très successful pour
pour une grande partie d'entre eux. Tu peux les citer peut-être Des gens comme BlaBlaCar, Evaneos, Sticky Ads, Kitok, Privatiseur, enfin on a une cinquantaine comme ça. Il y a quand même quelques 3-4 choses qui se dessinent un peu en pointillé que je peux essayer de partager. Alors encore une fois, c'est pas la vérité, c'est ma réalité, hein, c'est juste mon observation, hein, donc je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner son sens critique, hein. Le premier truc qui vient en tête, c'est les gens qui réussissent. Ils sont smart, ils sont tous smart. Donc l'idée de dire c'est pas lié au quotient intellectuel. Oui, mais enfin si t'es débile, t'as moins de chance quand même, faut le dire. Donc ils sont smart et ils travaillent énormément. Le premier truc qu'il faut dire, c'est ça, c'est le goût de l'effort. Le travail acharné, c'est des gens qui, alors on n'a pas l'impression qu'ils travaillent parce que comme c'est leur propre patron, ils sont un peu cool, on a l'impression qu'ils ne travaillent jamais, mais en fait ils travaillent tout le temps. Et c'est pas des grosses journées, ils font les 3-8, ils s'arrêtent jamais. Même pendant qu'ils dorment, leur cerveau continue à travailler, à trouver des solutions. C'est juste incroyable. Donc ça c'est le premier truc, le travail. Le deuxième truc que je peux citer, c'est des gens qui, je l'ai dit, sont smart, mais c'est pas juste scolairement smart. C'est des gens qui sont créatifs. C'est des gens qui ont une agilité intellectuelle remarquable. Ils sont capables de passer d'un mode fermé, il faut absolument que je fasse cette tâche, que je réussisse, à un mode ouvert, créatif. C'est Edison, je crois, qui disait la réussite, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Voilà, eux, ils arrivent assez bien à passer d'un mode je transpire à un mode non, je respire et je suis inspiré. Donc beaucoup de travail, une forme de créativité et d'intelligence. Un troisième point qui est absolument remarquable, c'est qu'ils ont tous la banane. Ils sont tous, mais d'un optimisme et d'un positivisme qui est absolument exceptionnel. Alors ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai toujours... je me suis toujours dit, oui, c'est normal, ils ont la banane parce que quand tu as 10 millions ou 50 millions sur ton compte en banque, c'est plus facile, hein. Et donc, je m'étais toujours dit, c'est un modèle que peut-être certains connaissent, je vais travailler dur. Si je travaille dur, je vais réussir. Et si je vais réussir, là, je serai heureux. Et en fait, ça, je pense que c'est une énorme connerie. Je pense que c'est entièrement faux. Je pense aujourd'hui qu'au contraire, le bonheur précède la réussite. Et le bien-être doit précéder la réussite. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas bien dans tes baskets, c'est pas la peine, vieux. Essaye pas, tu n'as aucune chance. Il faut d'abord arriver à un peu être en paix avec soi-même, arrêter avec les dommages auto-infligés, hein, avant de se lancer et défendre ses chances. Donc troisième point, je dis très très positif, très très optimiste. Le quatrième point, c'est que c'est des gens qui sont très ouverts sur le monde, ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre, et très ouverts sur les autres. Ils font confiance aux autres par défaut, ils ont beaucoup d'empathie, donc c'est des gens qui sont très ouverts. Et puis un cinquième point, pour faire un somme sac, parce que c'est à la mode, j'ai oublié mon idée, je ne sais plus ce que c'était. Si, je dirais qu'ils ont une espèce d'ambition supérieure. C'est des gens qui sont obsédés par l'excellence. C'est des attaquants, ils aiment marquer les buts et les scoreurs, mais en plus, c'est pas juste ils veulent marquer un but, ils veulent marquer le but de l'année, quoi. Le but de la Coupe du Monde, un but incroyable. C'est des gens qui sont capables de redoubler un examen d'entrée parce qu'ils n'ont pas été premiers. C'est vraiment ça la mentalité. Et donc de s'entraîner comme un athlète à toujours élever son niveau de jeu. Voilà, je ne sais pas si ça... Je comprends que ce soit rare en fait. Alors les 5 compétences que tu viens de citer, qui sont difficilement imaginables chez une seule personne, je comprends mieux le mouton à 5 pattes, est-ce que tu penses qu'on peut les développer, les faire grandir ? Et si oui, comment se muscle-t-on pour réussir ? Écoute, oui, je pense que c'est tout à fait possible de développer les compétences et de muscler les choses. Et puis en même temps, il y a quand même une part d'inné aussi. Ça a été un peu documenté, hein, tout ça. Il y a ce qu'on appelle le modèle. Je crois que c'est Randy Commissaire, un investisseur chez Kleiner Perkins aux États-Unis, qui a développé ça. C'est le modèle de l'entrepreneur missionnaire. Et c'est intéressant parce que si on le reverse engineer, c'est-à-dire si on le dissèque, on l'analyse, on peut comprendre un petit peu ce qui est la part de l'inné et la part de l'acquis. L'entrepreneur missionnaire, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a trouvé sa voie. Il est rentré en vocation, il a une vision et il a la foi.
Donc c'est ce que les Américains appellent un true calling. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Une vocation, je pense. Ouais, une vocation, voilà. Et donc, à un moment donné, les anges se sont mis à chanter, le soleil a brillé, les nuages sont écartés, ils ont dit, c'est ça, et je vais faire ça. Et du coup, l'entrepreneur, il fait pas ça par argent, il fait ça par amour presque. Enfin, il fait ça parce que la cause est noble, la cause est belle, et qui s'identifie avec la mission. Il fait corps avec la mission. C'est identitaire, c'est presque une construction de soi. Ça remplit son monde intérieur, ou en tout cas, ça résonne avec son monde intérieur. Et à partir de là, évidemment, il a plein de choses qui se mettent. C'est le nord magnétique, il y a plein de choses qui s'alignent. Typiquement, on parle pour les entrepreneurs mission driven, donc les missionnaires versus les mercenaires. On parle de deux avantages clés qui sont un, grit, qu'on peut traduire par courage, et deux, happiness advantage. Alors, grit, c'est quoi? Grit, c'est l'idée d'avoir du cran. C'est l'idée de soutenir un effort sur la très longue durée. Alors la très longue durée, c'est quoi? C'est pas les 35 heures, c'est pas quelques mois, c'est 10 000 heures. Là aussi, ça a été documenté, Outliers, c'est 10 000 heures. On parle de 10 000 heures en plus de pratique délibérée. Donc c'est pas juste pendant 10 000 heures faire son jogging pépère le matin à 7 à l'heure. C'est pas comme ça qu'on bat le record du marathon. C'est pratique délibérée, c'est-à-dire on y met une intention. On sort de sa zone de confort, on se met en challenge de manière à progresser. D'accord? Et tout ça avec un état d'esprit qui est dit growth mindset, c'est-à-dire la capacité à croire, dur comme fer, que le niveau n'est pas lié à un statut, mais lié aux efforts. C'est pas un talent, c'est le produit d'un travail. Et donc quand on fait ce travail avec en plus un true calling, on a le grit, on lâche jamais. Et ça, c'est important. Ça devient presque biologique. C'est un peu comme un bébé. Un bébé, entre 6 mois et 9 mois, il va essayer de se mettre debout, apprendre à marcher, et puis il se prend des pains. À l'échelle du bébé, il se prend un nombre de pains colossal pendant un nombre de temps très très important pour lui. Et pour autant, il n'y a aucun bébé qui s'est dit non, tu sais quoi en fait, je suis bien allongé. Toi, tu es bien debout, mais moi, je suis bien allongé. Je vais arrêter. Non, j'en ai marre. Personne n'arrête. Pourquoi le bébé continue? C'est lié, évidemment, on peut développer au système de reward, à plein de choses. C'est un petit peu pareil. Un entrepreneur qui a du grit, il ne renonce jamais. Alors ça, évidemment, ça peut être dans le cas d'un true calling quelque chose de subi, de naturel. Mère Teresa, mais tout le monde n'a pas trouvé forcément sa voie. Mais on peut aussi le décréter. Il y a le libre arbitre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Will Smith, l'acteur, qui dit le secret de mon succès, c'est que j'ai pas peur de mourir. Il dit, Will Smith, il dit, quand je me bats avec l'adversité, quand je rencontre une difficulté, ou quand je dois être meilleur qu'un autre acteur, même s'il est plus beau que moi, plus intelligent que moi, plus grand que moi, de deux choses l'une, quand je rentre dans le combat. Soit il abandonne avant moi, soit je sors les pieds devant. Voilà, ça c'est la volonté, on peut le décider, non je ne lâcherai pas. Alors Will Smith, ça paraît un peu surprenant parce que quelqu'un de plus beau que Will Smith, c'est peut-être un peu théorique. Il peut y avoir débat, mais c'est pas l'objet de cette discussion. Mais voilà, on peut par le libre arbitre, par la décision, décider que. Et ça, c'est ce qu'on appelle le degré d'investissement personnel. C'est la fameuse différence que tu connais peut-être entre la participation et l'engagement. Tu connais c'est la différence entre l'omelette et le jambon. Dans l'omelette, la poule a participé. Dans le jambon, le cochon est engagé. Alors, c'est pas de moi, c'est de Martina Navratilova, mais c'est ça. Les Américains, ils parlent de skin in the game. C'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour réussir? Jusqu'où tu es prêt à aller? Voilà. Ça, c'est grit. C'est le cran, c'est le courage. Si tu le fais avec le cœur, a priori, tu tiendras plus longtemps. Le deuxième, happiness advantage, là, c'est l'idée d'avoir du fun. C'est l'idée d'être positif. Il y a des gens, leur default settings, c'est le sourire. Ils dorment avec le sourire. Ils sont toujours la banane. Bon, ça, c'est l'inné. On n'hérite pas. Mais après, il y a l'attitude. Il y a de quelle manière je regarde le monde. C'est quoi le filtre? C'est quoi les lunettes avec lesquelles je regarde le monde et comment j'interprète le signal qui vient du monde? Ça aussi, c'est un choix. Et c'est un choix, en plus, on peut s'entraîner, on peut muscler son positivisme. On peut décider de voir le verre à moitié plein. On peut s'entraîner à voir systématiquement ce qu'il y a de positif en toute situation.
Et là aussi, ça a été documenté, c'est très intéressant. C'est tous les travaux qui ont été faits ces 10 ou 20 dernières années sur la psychologie positive, que peut-être vous connaissez, qui disent que quelqu'un qui est résolument optimiste, qui a un biais positif inexplicable, et ben, c'est des gens qui vont être plus performants. C'est des gens qui vont être moins malades, c'est des gens qui vont être plus résistants au stress, ils vont moins sécréter de catécholamine, de cortisol, etc. C'est biologique. Donc ça, c'est très très important, cette happiness advantage. C'est aussi important parce que des gens qui sont positifs, ils ont un comportement prosocial très prononcé. Et c'est super important en matière d'entrepreneuriat parce que l'innovation, c'est très 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 risqué. D'après les études, il y a 96,4% de chances de se planter. Ça, c'est Larry Kiley, un spécialiste de l'innovation, qui le dit. Bon, on n'a pas l'habitude de ces taux d'échec. On est dans une société industrielle où on répète à l'infini, sans défaut, un truc qui marche toujours. Personne monterait dans un avion. Il y avait 96,4% de chances de ne pas arriver, quoi. Ben voilà. Nous, l'activité qu'on fait, c'est 96,4% de chances de se planter. Alors en France, c'est encore pire parce que c'est moins d'1% les chances de réussite dans le venture. Et ben, l'idée d'être incroyablement positif, 1, vous tenez plus longtemps, 2, vous êtes plus résistant au stress, 3, vous avez un comportement prosocial, vous avez la capacité d'entraîner une équipe avec vous. Vous avez du leadership, vous inspirez confiance. Et la gagne, c'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel. Donc tout seul dans son coin, on n'a aucune chance. C'est marrant que tu parles de sport parce que depuis quelques minutes, j'ai l'impression de parler, d'entendre un entraîneur sportif là. Vraiment, c'est l'image que j'ai des grands sportifs en tout cas et de leur relation à la performance et à l'entraînement. Alors je suis pas coach sportif, je suis pas très sportif, mais en revanche, ce qu'on fait, c'est vrai que ça s'apparente un peu à ça. Le VC, il est pas sur le terrain, il marque pas de but, il court pas avec les gars. Par contre, il peut mouiller son maillot. En soutenant les entrepreneurs, en leur sortant la tête quand ils vont au fond du seau parce qu'ils sont déprimés, en les calmant quand ils sont en phase d'excès maniaque et euphorique. Oui, on a ce rôle de sparring partner. Et on est là pour permettre à des talents de se révéler, à des gens de se réaliser, tout en haut de la pyramide de Maslow, mais voilà, c'est ça notre job. Alors c'est une belle transition parce que justement on a beaucoup parlé des compétences des entrepreneurs eux-mêmes et j'aimerais à présent que l'on s'intéresse aux talents nécessaires à ton métier ou à ton double métier, à ton métier, à ta fonction, on va dire, puisque tu es à la fois VC, donc venture capitaliste, et directeur général d'une entreprise qui est Isaïe. Est-ce que tu peux me décrire le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit ? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que aujourd'hui, je suis content d'avoir trouvé ce que je veux faire quand je serai plus grand. Non, mais ça résonne un peu avec ce que je viens de te dire. C'est en fait chez Isaïe, vraiment, je m'éclate. On a la chance de voir passer 2000 entrepreneurs par an, d'en accompagner une cinquantaine. C'est des formidables belles histoires. Moi, je me réalise en aidant les autres à réussir. Je suis un peu le Sherpa. Je porte une petite partie de la charge pour grimper la montagne et puis je connais la météo, donc voilà, ça peut les aider. Et ça c'est en soi un succès parce que ça a du sens, ça me fait plaisir, ça marche. On a la chance avec Isaïe d'avoir relevé plein de fonds, d'avoir financé de très belles sociétés, d'avoir connu des jolis exits, des boîtes dont on n'est pas encore sorti, mais qui sont qui font des cartons. Donc c'est super d'être le témoin privilégié de ces belles trajectoires-là. Et quelle force ou quel talent as-tu mis en œuvre pour réussir, pour trouver ta voie, en fait ? C'est pas évident de parler de ces talents. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas de talent. J'ai l'impression que le MBA Venture, il dure 20 ans. Donc là, voilà, j'ai fait 10 ans, je suis à la mi-temps. Donc il me reste encore une deuxième période. Le premier truc qui m'a marqué, que je peux partager, c'est ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens positifs. Moi, là-bas, je suis pas quelqu'un du tout de positif. Je suis petit, nerveux, jamais content. Et ça, en fait, c'est pas compatible avec la vie de venture. Donc très vite, il fallait que je fasse une gymnastique intellectuelle, que je m'entraîne à être positif, à faire un travail sur moi-même. Donc c'est possible, c'est bien. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, absolument. Alors, Louis de Funès n'est pas devenu Bouddha, mais enfin Yoda, mais tu vois, ou les deux. Voilà. Et un exemple type, c'est chaque partenaire dans notre fonds a un portefeuille de société qu'il a choisi, qu'il a financé, qu'il accompagne. On est au conseil d'administration. Quand tu as 10 sociétés, ce qui est dur, c'est tu vas en avoir, mettons, 7 qui marchent très bien et 3 qui ne marchent pas bien.
c'est compliqué de ne pas être contaminé par les émotions négatives des sociétés qui ne vont pas bien. C'est un peu comme un parent. Si tu as 3 enfants, le premier, c'est un artiste, il vient d'avoir le César. Le deuxième, il rentre majeur à Polytechnique. Si le troisième, il a le cancer ou la leucémie, t'es pas complètement heureux, quoi. Enfin, t'es pas, voilà. Ce qui est dur, c'est d'accepter que ça marche pas. Accepter que dans ce travail fait sur l'innovation, le risque, il est énorme, 96,4% d'échecs. Et donc, de temps en temps, ça marche pas. Et il faut vivre avec ça. Il faut rester cool, il faut rester souriant et surtout pas se fermer parce que c'est pire que tout et on est encore moins utile. Ça ne fait que dégrader les choses. Donc ça, c'est un premier travail que j'ai dû faire parce que j'ai notamment une boîte qui est partie complètement en sucette. D'autres qui sont, la plupart des autres sont des grands succès, mais j'en ai une qui est partie complètement en sucette, donc on apprend beaucoup à travers ça. Et la deuxième chose que j'ai appris toujours un peu dans cette même ligne, dans la déclinaison, c'est pareil quand on est au board, au conseil d'administration, il faut apprendre à être positif. Un être humain, quand on n'est pas au volant, on est le backseat driving, on est assis à côté, on a toujours tendance à oublier ce qui est bien, une forme d'habituation du cerveau, et pour se focuser sur les trucs, et même parfois des petits détails qui vont pas. Parce qu'on voudrait que ce soit parfait. Et on se dit, le diable se niche dans les détails, s'il n'est pas capable de faire une slide sans faute d'orthographe, comment il peut être possible de faire une boîte à 100 millions? Voilà, ça il faut oublier. Il faut être très très big picture. Et puis il y a des ratios, là aussi ça a été documenté, je crois que c'est le ratio Lozada. Il faut systématiquement avoir 3 ou 5 choses positives pour une chose négative. Voilà, c'est un peu ça. Et le métier qu'on fait, c'est, alors tu parlais du coaching, c'est pas un métier de pouvoir. On n'a aucune relation hiérarchique, relation d'autorité avec les entrepreneurs. On est systématiquement dans de la prise de participation minoritaire. Donc c'est l'entrepreneur qui est le patron. Donc c'est de l'influence pure. C'est un métier d'influence, exactement. C'est un métier d'influence. Et du coup, ce que j'ai appris au bout de 10 ans, c'est que c'est pas du tout un métier où il faut apporter des solutions, avoir les bonnes réponses. Il faut juste être capable de poser les bonnes questions. C'est un peu une démarche socratique, c'est de la maïotique. Il faut faire accoucher les esprits et il faut quelque part faire de l'inception pour que l'entrepreneur se dise c'est une bonne question, j'ai pas pensé. Et du coup, il va réfléchir, il va trouver la solution que vous aviez en tête, mais il faut lui laisser la paternité parce que sinon, ce sera pas aussi bien. Voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Et ces 2-3 compétences que tu viens de décrire là, ou talents, est-ce que tu penses qu'elles sont essentielles dans ton métier? Oui, mais il y a tellement d'autres qualités. Si, c'est évidemment, je pense que c'est absolument essentiel d'avoir ces qualités. C'est aussi essentiel nous, c'est la façon dont on fait les choses chez Isaïe. C'est essentiel dans son comportement et ses prises de position, de toujours rester aligné avec l'entrepreneur. On l'a dit, c'est une activité très 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 risquée. Et les embarcations sur lesquelles on monte, elles sont fragiles, c'est des pirogues. L'entrepreneur et l'investisseur sont assis dans une pirogue. Si à un moment on n'est pas aligné et qu'il y en a un qui n'est pas content, il se lève pour le dire, tout le monde chavire. Donc on y a été un peu, ça a été essayé par pas mal de VC, ça ne marche pas. Donc c'est pas la peine de retenter sa chance, c'est comme mettre les dents dans une prise. Non, même si on vous dit que vous l'avez jamais fait, faut pas le faire, ça marche pas, c'est pas bien. Donc je pense qu'il faut rester toujours aligné avec l'entrepreneur. Et je pense que alors là c'est plus ma vision de qu'est-ce que le venture, comment on gagne de l'argent. Je pense qu'il faut être concentré sur pas l'idée de faire de l'argent et de faire des plus-values, mais l'idée de faire des belles trajectoires, de construire des belles entreprises, développer des bons produits très utiles qui changent la face du monde. Sans se préoccuper des conséquences justement qui sont un produit secondaire, une espèce de dommage collatéral qui à un moment donné, le truc est tellement utile, tellement remarquable, tellement différent que ça a de la valeur et ça peut générer une plus-value. Voilà. De ce que j'entends, la plus-value, c'est la fin. C'est-à-dire qu'en fait, le métier que tu viens de décrire, c'est pas que un métier d'argent. Très naïvement. Alors, c'est lu comme un métier d'argent parce que on est dans la gestion de comptes de tiers. C'est une activité financière, mais en même temps, c'est pas un métier d'argent parce que je pense que un peu comme Walt Disney,
il faut faire de l'argent pour financer des startups. Comme vous le disiez, il disait je fais de l'argent pour faire des films et pas je fais des films pour faire de l'argent. Ben là, c'est un peu pareil. Si vous faites des startups pour faire de l'argent, faites autre chose. C'est trop compliqué, c'est trop risqué, etc. Acheter du Total en bourse, il y a des activités financières beaucoup plus simples à gérer. Dans ce métier, ce qui est beau, c'est avoir des performances uniquement comme un produit secondaire et parce que ça permet d'avoir un espèce de track record, un pédigré, qui vous permet de relever un fonds le coup d'après et de continuer cette activité d'investissement. Mais c'est une activité de long terme. Nous, c'est 10 ans l'unité de temps. Donc c'est un mariage à durée déterminée de 10 ans. C'est un CDD de 10 ans. On rentre, on se marie, on vit pendant 10 ans et au bout de 10 ans, on vend la boîte ou on vend la participation de l'investisseur parce qu'il faut que ça tourne. Voilà. D'accord. Je voudrais juste revenir un moment sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu évoquais le taux d'échec considérable de 96% et quelques. Ouais. Tu disais qu'en France, il était supérieur. Oui. Ça m'a interpellé. Est-ce qu'il y a des raisons à ça ? Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas consultant, mais si tu prends les chiffres, tu as à peu près 10 000 startups en France. D'accord 10 000 startups, alors c'est 6, 10 000 selon les chiffres depuis 10 ans. Si tu prends 10 ou 10 ans, ouais, on a, quand tu parles en succès venture, hein, on a moins de 5 boîtes, donc on les compte sur les doigts d'une seule main, à plus d'1 milliard. Et on a à peu près une cinquantaine de boîtes à plus de 100 millions. Donc 55 boîtes sur 10 000, ça fait un taux inférieur à 1%, c'est 0,5%. Voilà, c'est ça les chiffres. Alors ça, c'est dans l'échelle du venture. Après, tu crées ta boîte, tu pars de zéro, tu la vends 30 millions, c'est un succès tout à fait remarquable, tout à fait décent. À l'échelle du capital risque, qui vise des hyper croissances et des hyper succès, à plus de 100 millions, le x100, les stats ne sont pas encore là. Mais la note positive, c'est que autant sur les 15-20 premières années du venture, qui est récent en France, hein, ça a été inventé dans à la fin des années 90, on a prouvé avec brio qu'on était incapable de faire de la perf. Donc tous les fonds étaient en perte. Ça, c'était quand même remarquable. Depuis quelques années, il y a des gens qui prouvent, cette fois avec récurrence, qu'ils sont capables de faire de la perf. Le premier tiers des fonds de venture capital en France sont très performants. Mais c'est de toute façon, alors c'est concentré sur le premier tiers, parce que de toute façon, par construction, il y a très peu de winners, les fameux home run, et il y a une hyper concentration des profits. Voilà. On va bientôt conclure. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient travailler dans le capital à risque ? Dans le VC, par exemple. Ça c'est simple, passez votre chemin. Circulez, il n'y a rien à voir. Faites autre chose. Non, mais c'est clair. Blague à part pour 2 raisons. Un, il y a 1 ou 2 places par an et il y a 400 ou 500 mecs qui attendent. Donc statistiquement, vous avez peu de chances d'y arriver. Parce que le métier est séduisant, j'imagine. Les gens se disent qu'il est séduisant. Oui, on a pas mal de pouvoir, on gère de l'argent. C'est les autres qui transpirent et puis la retombée et la gloire tombe sur vos épaules. Enfin, j'imagine, oui, de l'extérieur, c'est bien payé. On peut voir plein d'intérêts à ce métier-là. Mais il y a peu de place, il n'y a pas de place. C'est un métier en plus qui est quand même pas simple. C'est notamment quand on n'a pas d'expérience industrielle, opérationnelle. Quel conseil, quel apport, quelle légitimité même on peut avoir vis-à-vis des entrepreneurs. Donc moi je pense que le monde il n'a pas besoin de davantage d'investisseurs, le monde il a besoin de davantage d'entrepreneurs. Il y a plein d'opportunités à saisir, il y a plein de choses à améliorer dans le modèle, le système actuel. Donc faites entrepreneur, c'est ça mon conseil. Alors justement ça amène ma dernière question, bravo. Toi qui en vois beaucoup des entrepreneurs, plusieurs centaines par an je crois, tu nous disais tout à l'heure. Quel conseil tu donnerais à ceux qui souhaiteraient devenir entrepreneurs, qui rêvent de devenir entrepreneurs ? C'est dur de donner des conseils, même quand on est un vieux schnock maintenant comme moi, mais ce que je peux dire, c'est, et ça synthétise un peu ce que j'ai essayé de partager à l'instant. Le premier truc, c'est trouver un sujet qui vous plaît, qui est important. C'est la notion un peu d'ikigai. Donc c'est l'intersection entre quelque chose qui est utile aux autres, quelque chose dans lequel on est bon, et quelque chose qu'on aime faire. Alors je développe parce que les gens disent oui, il faut trouver sa passion. Non, si j'aime chanter, c'est pas parce que j'aime chanter qu'il faut que je me lance dans la chanson. Si je suis une casserole, si je suis pas bon, ça sert à rien. Donc l'ikigai, c'est vraiment 3 choses. Il faut que ce soit utile aux autres, pas qu'à soi-même. Il faut qu'on aime la chose.
Et il faut qu'on soit bon, il faut vraiment qu'on soit remarquable, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de très particulier avec cette chose. Et une fois qu'on a ce sujet de trouver, on le fait à fond. On se jette corps et âme là-dedans, avec tout son cœur. Et si c'est vous, vous serez authentique, vous allez le sentir, vous allez trouver ça fun. C'est très 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 important, la notion de fun. Les gens font les choses parce que c'est bien payé. C'est la pire des raisons. Parce que c'est fun, parce que c'est incroyablement fun, parce que c'est ce qu'il y a de plus fun pour vous. Ça, c'est une bonne raison. Donc une fois que vous avez trouvé le sujet, faites-le à fond. Et pour une raison très simple, je vais faire un peu... c'est parce que j'ai la conviction, et c'est pas uniquement les entrepreneurs qui créent des startups, Airbnb à 100 millions, mais c'est tout le monde, l'auto-entrepreneur, l'indépendant, le salarié, l'adolescent, etc. On est tous l'entrepreneur de sa vie. Voilà, on doit tous bâtir sa propre vie. Et je ne sais pas si l'adage qui dit qu'un jour on verra le film de sa vie passer devant ses yeux, mais vous en êtes le scénariste, et autant que ce soit un bon film et pas un navet. Voilà. Christophe, merci encore d'avoir partagé avec nous cette perspective rafraîchissante sur le monde de l'entrepreneuriat. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Talents Précieux. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt pour de nouveaux épisodes.